Notre invité, Frédéric Bizard, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et vous êtes spécialiste de la santé. Le niveau du déficit de l'assurance maladie se dégrade à toute vitesse. C'est du jamais vu, c'est préoccupant. C'est ce que dit le directeur de la Sécurité sociale, Pierre Pribil. Le gouvernement, lui, tente de redresser la barre avec des économies qui sont diversement appréciées. On va regarder ce récapitulatif dans ce sujet de Florence Griffon, puis on en discute tout de suite après. Il va falloir payer davantage pour vos dépenses de santé. S'il est adopté, le projet du gouvernement prévoit qu'après remboursement par la Sécu, il vous restera à payer non plus 1, mais 2 € pour chaque boîte de médicaments. Ça ne changera rien à mon quotidien et si ça peut alléger les finances, tant mieux. Sur 5 médicaments, il y a quand même 10 € qui partent. 5 boîtes, c'est 10 € et ça, pour moi, ça fait beaucoup. Chez le médecin aussi, il faudrait payer plus. Aujourd'hui, le reste à charge est de 2 €, il passerait à 4 €. Sachant que ce montant avait déjà doublé l'année dernière. On commence à en avoir marre, que ça coûte de plus en plus cher. C'est tout à fait logique de faire payer les gens un petit peu plus pour leurs soins médicaux. Jusqu'ici, il n'y avait pas de reste à charge pour les consultations dentaires, ni les dispositifs médicaux comme les lunettes. Le gouvernement souhaite que les Français payent une participation forfaitaire. Tout cela permettrait d'économiser 2,3 milliards d'euros. Autre nouveauté, la durée d'un premier arrêt de travail serait limitée par principe à 15 jours en médecine de ville et 30 jours à l'hôpital. Des arrêts qui pourraient ensuite être renouvelés. Mais pour cela, il faudrait reprendre rendez-vous. Une absurdité pour ce médecin. Actuellement, je fais attention. Je ne pense pas qu'un médecin arrête par plaisir. Ça va en rajouter des rendez-vous. Et ça va coûter de l'argent aussi, si on peut rajouter ça, parce que forcément, ça sera une consultation supplémentaire. Enfin, les mutuelles et les assureurs devraient payer une taxe exceptionnelle de 2,05% sur les cotisations. Recette attendue, 1 milliard d'euros. Avec ce coup de rabot, l'objectif du gouvernement est de faire 7 milliards d'économies sur la santé. Alors ces mesures sont-elles les bonnes? Sont-elles suffisantes? Et surtout passeront-elles l'obstacle de l'examen à l'Assemblée? On va en débattre tous ensemble. Tout d'abord, je me tourne vers vous, Frédéric Bizard. On vient de le dire, Pierre Pribil, directeur de la Sécurité sociale, dit son inquiétude publiquement, notamment dans une interview à l'AFP. Il parle d'une dérive insoutenable actuellement pour les finances sociales, d'une hémorragie. Quelle est précisément actuellement l'ampleur du problème de notre sécurité sociale? L'ampleur du problème, c'est le risque d'insoutenabilité financière de la sécurité sociale à moyen terme. La Cour des comptes, en mai de cette année, a énoncé le problème d'un risque de cessation de paiement en 2027, tout simplement parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la dette sociale, c'est pas comme la dette de l'État. Vous faites pas rouler la dette sociale, vous êtes obligé de payer l'intégralité. C'est un peu comme dans un budget d'un ménage, vous êtes obligé de payer à l'euro près l'intégralité du capital. Et là, c'est-à-dire que vous pouvez pas, en promettant de la croissance économique, dire qu'on va le faire. Donc on est à peu près à 150 milliards de dettes et un niveau de déficit qui est à peu près aujourd'hui d'une vingtaine de milliards. Je rappelle qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de déficit social durable, oui. Puisque sinon vous reportez à demain le paiement de consommation intermédiaire. Donc ça, il faut juste le comprendre que sur un plan économique, on n'est pas dans la même logique que le PLF et que le projet de loi de financement de l'État. La deuxième chose, c'est qu'autant je suis d'accord avec le débat d'avant, qu'il y a probablement une issue possible pour trouver un consensus. Là, c'est juste impossible. L'issue, il est impossible et improbable. Pourquoi? Parce que ce budget-là est invotable, que vous soyez de gauche ou de droite. Il est invotable pour plusieurs raisons, mais au moins deux. La première, c'est qu'on demande un effort qui est très important et très injuste et assez récessif économiquement. Quand vous transférez 2,3 milliards de façon indistincte sur les malades, obligatoirement, vous générez du renoncement aux soins de certains, pas de tous, votre reportage était très intéressant pour ça, mais surtout, c'est récessif sur le plan économique. C'est 2,3 milliards de moins, souvent d'une classe sociale populaire ou moyenne, et donc qui consommera moins. Donc ça, vous pouvez juste pas le faire indistinctement. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas demander à ce que les gens payent plus, mais en faisant attention à que ça ne soit pas les plus fragiles qui payent, et ce qui est très
important en matière de protection sociale, c'est qu'il faut faire attention aux externalités, c'est-à-dire à l'impact sur la société socialement et sur la société sur un plan économique. La deuxième raison pour laquelle... Quand le gouvernement dit, attendez, on parle au maximum de 50 € de plus par an... Non mais même, c'est toujours, on entend ça depuis le début des franchises, vous dites, mais 50 centimes, c'est pas grand-chose pour vous dire. Aujourd'hui, vous êtes à 200 € pour ceux de plafond, pour ceux qui sont des gros consommateurs, c'est-à-dire les plus fragiles. Les gens ne s'amusent pas à consommer des médicaments par plaisir. Enfin, en général, on a d'autres plaisirs. En additionnant les franchises sur les consultations médicales et les médicaments. Si vous prenez les deux plafonds, pas rentrer trop dans le détail, mais d'ailleurs, c'est devenu tellement complexe que personne ne sait exactement qui paye quoi. Mais en tout cas, vous arrivez à 200 € de plus à payer. La deuxième raison pour laquelle, c'est que tous ces efforts sont vains. C'est-à-dire que puisque vous finissez en 2029, il faut se projeter avec un petit peu, à une vingtaine de milliards de déficit de la sécurité sociale. C'est-à-dire que vous faites avec un effort qu'on a inédit, qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire que là, on demande 7 milliards. En général, vous demandez 4 milliards d'euros. Enfin, vous faites un effort budgétaire de 4 milliards d'euros pour que le déficit soit contenu. Là, vous êtes à 7 milliards, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Et vous ne pouvez pas dire, je vous demande cet effort pour rétablir les comptes, comme des citoyens le disait, parce que malheureusement, ça ne change rien. Pourquoi ? Et ça sera mon dernier mot. C'est que parce que nous n'avons pas adapté nos systèmes sociaux, et vous avez deux éléphants dans la pièce qui sont vraiment liés aux évolutions démographiques, c'est la santé et la retraite. La retraite, on a échoué à sa réforme, et la santé, on n'a même pas essayé encore de le réformer. Donc, cette traduction budgétaire, cette équation impossible budgétaire, n'est que le résultat d'un échec politique à adapter nos modèles sociaux. On n'est pas dans une configuration politique qui permettra de réformer en profondeur pour l'instant. Laissons le système s'effondrer. Je parle de la système... Pardonnez-moi, je vais juste terminer ma phrase. On parle de la composition actuelle de l'Assemblée, clairement. Oui. On en est juste à essayer d'avoir un budget pour limiter la casse. Malheureusement, on peut le déplorer ou pas, et beaucoup le déplorent, on en est là. Ce que dit Pierre Pribille, toujours le directeur de la Sécurité sociale, c'est qu'en l'absence de mesures, même si ce ne sont que des sparadraps sur le problème plus vaste, le déficit s'aggraverait de 5,5 milliards d'euros. Oui, pour des raisons, encore une fois, pour des raisons structurelles qui sont démographiques. On est dans un vieillissement inédit de la population. Bon, donc, mais c'est plutôt une chance. La deuxième chose, c'est qu'on est dans une chronicisation des pathologies, c'est-à-dire qu'avec les progrès médicaux, on arrive à ce que les gens survivent à des pathologies dont on mourait avant. Et puis, la troisième chose, c'est que cette révolution technologique a un coût. Donc, vous voyez bien qu'il faut complètement restructurer le système. Alors, pour faire simple, c'est un peu comme avec l'État, il faut revoir le périmètre d'intervention de l'universalité du système. Quand on était riche et qu'on avait une population jeune, on pouvait se permettre de ne pas sélectionner ce que l'on remboursait, ce que l'on mettait dans ce panier de prestations remboursables. Aujourd'hui, vous êtes obligé de faire un effort, c'est-à-dire d'adapter le système pour dire qu'est-ce qui doit être pris en charge par la collectivité et qu'est-ce qui ne doit pas l'être. Donc, à avoir cette absence de sélection... On va revenir aux réformes de fond, si vous le voulez bien. Je voulais juste préciser ma question. En l'absence de ces mesurettes, parce que c'est comme ça que vous les qualifiez cette année, est-ce qu'on aggrave encore le problème ? Est-ce que même si ce n'est pas ce qu'il faut faire sur le long terme, et votre explication était extrêmement claire et on l'a très très bien compris, est-ce qu'il ne faut pas quand même en passer par là cette année pour éviter de creuser tellement ce déficit qu'on en arrive à une situation où en fait on fait faillite. Enfin, c'est peut-être pas le terme adapté, mais votre question est tout à fait la bonne, puisqu'en effet on pourrait, et c'est la suggestion que je ferai aujourd'hui, c'est-à-dire que ça pourrait être entendable d'avoir un effort particulièrement important en 2026 si le gouvernement s'engage et est convaincant sur le fait qu'à partir de 2026 nous allons remettre sur la table cette exigence de réforme. Il faut faire de la pédagogie. Là, c'est un peu comme une équipe de football qui est en deuxième division et qui finalement se contente d'être rétrogradée en deuxième division et se dit maintenant on va essayer de rester en milieu de tableau de deuxième division. Oui. Nous sommes en train d'être profondément déclassés sur un sujet comme la santé où nous étions et c'est pas simplement pour soigner les gens. La santé, si vous voulez, c'est un levier économique majeur et c'est un levier pour réduire les inégalités sociales. Donc à laisser notre système de santé se dégrader, on accroît la fracture sociale et on perd de la productivité et une possibilité de relancer l'économie. Ça fait beaucoup. On reste sur cette pente glissante qui nous mène... Mais là, vous l'entretenez, vous l'accélérez. C'est intéressant ce que vous dites sur l'absence de pédagogie, parce que Bélier Nabil l'évoquait juste avant pour notre débat sur le projet de loi de finances. On n'explique pas, vous disiez, ce changement de pied du gouvernement qui se tourne maintenant vers sa gauche. Là, on n'explique pas qu'en fait, on va devoir effectivement faire des réformes et le faire dès 2026. Alors d'autant plus qu'il y a un attachement très particulier des Français vis-à-vis de la question de la santé et même du système social. C'est l'une des
priorité numéro 1. Hein. Enfin, c'est la première priorité des Français lorsque on leur pose la question de savoir quelles sont les priorités d'un point de vue des politiques publiques. La question de la santé s'est imposée progressivement, en particulier depuis la pandémie. Il y a eu comme un moment révélateur. Et en même temps, vous avez effectivement des questions structurelles qui renvoient d'une certaine manière à la loi de finances, parce qu'en filigrane, il y a la question de la justice ou de l'équité. OK, il faut faire des réformes, mais comment prévoir, comment établir une réforme juste. Et avec l'enjeu de la perception de la question de la justice. Forcément, c'est subjectif. Et c'est tout l'enjeu et toute la question qui est posée aux politiques. Réussir à faire adopter des réformes structurelles avec le sentiment qu'elles soient justes. Or, s'agissant de la PFLSS actuelle, le sentiment qui se dégage, c'est que c'est relativement injuste, parce et avec en plus le risque d'une remise en cause de l'universalité du système, dont on a hérité du Conseil national de la résistance. Ouais. Le summum, si on peut dire ainsi, c'est cette suspension de la réforme des retraites qui va être financée par les retraités. Vous la jugez comment ? Si vous voulez, c'est juste intenable. C'est-à-dire que là, les 3 prochaines années, on propose un gel. Il y a un côté extrêmement enfantin, moi, qui me choque. Je veux dire, quand on est responsable politique, on essaye quand même d'améliorer le sort des citoyens. Et là, parce que si vous demandez à un enfant de 10 ans, comment est-ce que tu peux équilibrer si tu as une hausse de 4% des dépenses et une hausse de 3% les recettes, il va vous dire, faut baisser la dépense. Vous voyez ? Eh bien, on dit, on a trouvé le moyen, c'est que pendant 3 ans, on ne va pas augmenter. Et là aussi, de façon indistincte, indifférenciée, et donc, monsieur a raison, injuste, le fait que vous gagnez 1 200 euros ou que vous gagnez 5 000 euros, on vous gèle la retraite. C'est là aussi où il y a un côté... Alors, elle est sous-indexée, pour être tout à fait précis, de 0,9 points sur une inflation qui est prévue... Une inflation à 1,3. Donc, vous voyez, donc je pense que c'est strictement invotable, c'est indéfendable, quelle que soit la chose. Alors, c'est un petit peu différent pour la question des retraites, c'est que là, puisqu'on a déjà quand même éculé au cours des 2 mandats une retraite qui n'a pas été acceptée, c'est qu'il faut évidemment pas reproposer la même chose. Et quand j'entends M. Attal ou le président de la République revenir sur retraite à points, c'est qu'on se trompe entre les moyens et la fin. Le problème, le sujet de la retraite, c'est d'avoir une retraite qui soit juste, c'est-à-dire que ceux qui commencent tôt finissent plus tôt, ceux qui ont un travail pénible ont cette pénibilité qui est incluse. Il faut un système qui soit relativement responsabilisant, c'est-à-dire libre. Donc l'âge de la retraite n'est plus l'âge fixé légal de la retraite n'a plus aucun intérêt au XXIe siècle. Ça, c'est quelque chose qui est quand même largement partagé pour ceux qui réfléchissent à la question. Et troisième chose, il faut que ça soit quelque chose qui soit soutenable financièrement. Soutenable financièrement, ça veut dire qu'il faut que le système soit équilibré, mais qui ne pèse pas excessivement aussi sur la production, c'est-à-dire qu'avec des charges sociales, des cotisations qui ne soient pas excessives. Voilà, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Donc, arrêtons avec cet âge de la retraite qui bloque tout le monde et laissons libre le choix de l'âge de la retraite à partir d'une durée de cotisation qui est une durée de cotisation qui permet d'atteindre l'équilibre. Et ça, c'est pas la réforme de la retraite à point comme elle avait été tentée, c'est pas la solution. Alors sans l'âge pivot, parce que c'est ce que je comprends de ce que vous dites. Point, c'est que la notion de point ou d'annualité, c'est technique. Laissons ça. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est un système qui soit performant. Donc si on leur explique ensuite que le point est plus performant, très bien. Mais c'est pas une finalité, le point. L'intérêt du point, c'est que c'est plus facile à piloter pour les Français parce que vous pouvez, et c'est déjà le cas pour la retraite complémentaire. Je rappelle que pour la majorité des Français, la moitié de leur retraite est déjà à point. Mais vous voyez, on fait de cette espèce de truc technique qui est quand même compliqué pour les gens qui ne sont pas dans la mécanique. Un objectif, oui, il faut une retraite à points, mais c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est que les Français s'expriment sur est-ce que je suis d'accord pour que ma durée de cotisation devienne mon juge de paix à partir du moment duquel je vais pouvoir prendre ma retraite. Est-ce que j'accepte que ça ne soit pas l'État, mais plutôt moi qui la définisse? Et est-ce que j'accepte d'indexer cette durée de cotisation sur l'espérance de vie? Qui est le juge de paix. Oui, moi j'ai le sentiment que les Français sont prêts à ça. Et là, et ce que disait très bien monsieur, c'est que vous êtes obligé de trouver du consensus à partir de quelque chose qui soit juste. Oui. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec le fait que cette instabilité politique fait qu'avant 2027, on ne pourra pas... Parce que même avec de la stabilité politique, vous savez que la protection sociale, c'est le sujet le plus clivant dans les sociétés. Si vous regardez l'histoire de la protection sociale, on a mis 150 ans à créer la sécurité sociale, alors que le principe
principe était dans la Déclaration des droits de l'homme. On a mis 10 ans pour faire voter la première loi en 1928, après 10 ans. Donc c'est le plus clivant. Donc oui, mais c'est notre identité aussi en tant que Français. On est très fiers de c'est justement parce que c'est extrêmement clivant, que c'est la stabilité politique n'est pas l'alpha et l'oméga de la capacité à pouvoir faire passer une réforme sociale. Il faut, dans la construction de la réforme, trouver des points, pas entre la gauche et la droite, c'est au sein de la société qui parle aux citoyens comme étant quelque chose de juste. Alors, j'observe au passage que la loi de 1928 a été votée par un gouvernement qui était précisément un gouvernement d'union nationale, où vous trouviez des gens de gauche et de droite. C'était un gouvernement dirigé par un homme de droite qui s'appelait Raymond Poincaré, et dont le numéro 2, Édouard Herriot, était de gauche. Ce qui tendrait à aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Reste quand même la question, me semble-t-il, à propos de la question des retraites, on ne peut pas, faire totalement abstraction de l'âge ou de la solution par points, parce que la solution par points, d'abord, elle n'a pas été véritablement réfléchie et expliquée aux Français. C'était au tout début de l'époque macroniste, et on peut quand même imaginer qu'il puisse y avoir du grain mou de ce côté-là. Je parle en pragmatisme politique ou politicien, mais on sait bien que la CFDT, par exemple, il était plutôt favorable. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on pourrait, malgré tout, même si je comprends très bien ce que vous dites, le défaut de pédagogie, il est patent, et il est patent depuis le début du lancement de la réforme des retraites, mais est-ce qu'on ne pourrait pas justement aller dans ce sens et essayer d'expliquer en quoi une réforme par points serait plus efficace ? Est-ce qu'il n'y a pas justement là quelque chose, une voie qu'on peut... Je vous dis ça parce que on en reparle en ce moment. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il faut être assez simple, clair et exposer aux Français ce qui est prioritaire et incontournable, ce qui s'impose à nous. D'accord ? Je suis désolé, mais la retraite à points, elle ne s'impose pas à nous. Comme la retraite par capitalisation ne s'impose pas à nous. Elle peut être souhaitable, elle peut être... Ce qui s'impose à nous, c'est qu'il y ait une durée de cotisation suffisante en moyenne, une durée de cotisation qu'on appelle pivot, pour que le système soit équilibré. Ce qui s'impose à nous, c'est que dans les 30 ans qui viennent, on va devoir, en effet, trouver un système qui ne pèse pas excessivement sur une population active qui va diminuer dans cette année. Oui. J'ai une remarque, on a une classe politique qui explique aux Français à gauche, depuis des années maintenant, que l'âge de départ à la retraite ne doit pas bouger, qu'ils ont le droit de partir à la retraite à 62 ans, qui en font un totem absolu. Ils vivent dans une fiction. Oui, mais chacun joue son rôle, si je peux me permettre. Et encore une fois, c'est une question d'équilibre. Quand le Sénat dit, nous, attention, parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas de déficit. Bon, il joue le rôle, la droite, pour la... Vous savez, la difficulté, c'est que les discours politiques n'ont pas beaucoup bougé depuis 30 ans en matière de protection sociale. Vous avez la gauche qui dit toujours plus, nous, il faut qu'on protège toujours plus les Français. Puis vous avez la droite qui dit, nous, on veut réduire les dépenses. Donc on est à peu près bloqué dans cette chose-là. Et vous avez la même chose, en fait, en matière de retraite ou en matière de santé. En matière de santé, c'est plus pour l'hôpital public parce que c'est sacré. Et puis à droite, ça coûte trop cher, donc il faut baisser. Eh bien, en matière de retraite, vous avez la droite qui dit, nous, de toute façon, on fait ce qu'il faut pour équilibrer le système. Même si les Français ne le veulent pas, on n'essaye pas de faire la pédagogie de travailler plus, on dit il faut équilibrer le système. Et puis, à gauche, on vit un peu dans une fiction économique, comme quoi, malgré... parce qu'encore une fois, c'est la démographie qui est quand même c'est ça qui vous s'impose. En protection sociale, si vous voulez, la mère des sciences sociales, c'est la démographie. Bon, vous pouvez l'aimer, pas l'aimer, elle est comme ça. Et elle est plutôt d'une brutalité inédite entre 2010 et 2050. Mais ça, on le sait depuis longtemps. On ne va pas avoir le temps de parler de l'autonomie des personnes âgées, mais on sait que la vague arrive, et on la sait depuis 20 ans. On peut parler aussi des affections de longue durée. On peut parler des affections de longue durée, vous avez parfaitement raison. Elle représente aujourd'hui près de 14 millions de personnes en France. C'est 20% de la population, c'est 66% de la dépense totale remboursée par l'assurance maladie. Comment on fait avec ça ? Mais vous savez que... Et puis, ça va être 25%, je vous l'annonce, en 2035. Si rien ne change. Pourquoi ? Parce que vous avez une population avec un vieillissement en mauvaise santé. 100% du vieillissement des femmes depuis 20 ans, c'est fait en mauvaise santé. L'espérance de vie sans incapacité des femmes en 2003 était de 64,6 ans. Aujourd'hui, il est de 64,3 ans. Donc, à partir du moment où le vieillissement, ça veut dire que la part des plus de 65 ans augmente.
C'est pas à l'échelle individuelle, c'est à l'échelle collective. Donc à partir du moment où vous avez une probabilité d'être malade qui augmente avec l'âge, si vous ne faites aucun travail, et vous voyez, votre question est très importante sur un point, c'est que ce qu'il y a de désespérant dans ce budget social, mais c'est pas le premier depuis longtemps, c'est qu'on ne parle pas non seulement de réforme, mais surtout on ne donne pas d'espoir que l'année prochaine soit mieux, le prochain budget soit mieux, parce que pour ça il faut investir en amont, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le maintien en bonne santé. Pour ça il faut investir dans les nouvelles technologies pour améliorer la productivité des soins. Ça on oublie, on se dit mais c'est impossible, on ne peut plus faire ça. Donc, vous voyez, on est dans une espèce de cercle vicieux qui s'accélère, où l'année prochaine sera forcément pire, à cause notamment des affections de longue durée, puisque vous avez 2/3 de l'argent public en santé qui est concentré sur 20% de la population. Et ça va être 80% dans 10 ans. Donc déjà, c'est un problème de soutenabilité pour financer ces 20%. Mais surtout, c'est que les 80% doivent se partager un gâteau qui devient extrêmement faible. Et donc, en effet, on est sur un début de fin d'universalité pour les gens bien portants, qui sont quand même encore plus importants, plus nombreux que les gens malades. Vous voyez comment le système est en train de s'effondrer. Alors, il s'effondre lentement, mais cette vitesse a tendance à s'accélérer du fait de ce phénomène-là. On comprend bien que ce type d'enjeu ne pourra pas être résolu ou tranché à travers le budget social qui va donner lieu à un débat parlementaire. On en revient à ce qu'on a évoqué la semaine dernière, la possibilité d'organiser un référendum digne de ce nom et donner la parole à la société civile, c'est-à-dire aux citoyens qui puissent à la fois se saisir de ces enjeux structurels et de trancher, tout simplement, démocratiquement, dans la mesure où on constate bien que les lois, les budgets sociaux successifs ne pourront pas résoudre ou répondre à ces enjeux, que deuxièmement, la dernière réforme de la retraite en date a été mal adoptée, j'ose même pas dire mal votée, adoptée, que, in fine, il faudra passer, je pense, par un débat démocratique à l'échelle d'un référendum comme on n'en a jamais véritablement connu. Alors c'est un pari aussi, eu égard à la manière dont les débats... Oui, c'est un vrai pari, parce que si les Français disent non, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas par rapport au résultat. Un non, il faut l'accepter. C'est plutôt sur la qualité du débat. On a un spécialiste ici qui nous dit que ça n'est pas tenable en l'état. Donc si on remet la décision aux Français... Il faudra que ça soit entendu durant le débat en question. Et puis c'est pas un argument d'autorité qu'on a entendu. Il faut que le débat qu'on a entre nous aujourd'hui, il faut qu'il ait lieu à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est qu'il n'a pas lieu à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun débat de fond sur la politique. Et on peut jeter la responsabilité sur le président de la République, mais c'est sur toute la classe politique qui ne se montre pas à la hauteur de l'enjeu historique, qui est la refonte de notre modèle social. Pas parce qu'il faudrait le refondre pour le refondre, mais parce que, encore une fois, ça s'impose à nous. Et il ne suffit pas de dire qu'on est attaché à l'universalité du système pour que l'universalité survive. Non, mais ça, ce sera évidemment le péché originel des deux présidences Macron. C'est de ne pas avoir pris en compte justement une véritable réflexion de fond sur notre système social, comme d'ailleurs sur notre système administratif, parce que là aussi, sur la gestion de l'État, la déconcentration, tous ces grands problèmes n'ont pas été pris à bras-le-corps. Maintenant, moi je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le référendum s'impose de plus en plus comme une solution, notamment sur ce terrain-là, parce qu'il permet un grand débat. Il permet d'avoir ce grand débat qu'on n'a pas eu sur le terrain politique. Est-ce que c'est pas poser une question dont on veut et dont on doit avoir la réponse Ce que je voulais juste préciser là-dessus, c'est qu'a priori, on le sait bien, la vox populi va plutôt aller dans le sens de quelque chose qui sera perçu comme un allègement, comme protecteur, comme une avancée sociale. Et ce qui peut apparaître comme une avancée sociale peut s'avérer à long terme comme quelque chose de régressif. Donc je veux dire qu'il faudra que ce débat politique soit justement débarrassé des scories politiciennes, si vous voulez. Ouais. Et ça, est-ce qu'on n'a pas un risque d'un référendum type... alors peut-être que la comparaison n'est pas du tout adéquate, mais de type Brexit, c'est-à-dire très bien, vous voulez décider, est-ce que vous voulez rester dans l'UE, est-ce que vous voulez partir, et puis après il faut assumer le choix du non, même si on sait que c'est pas le bon pour nous. Non, vous avez parfaitement
parfaitement raison. Et pour ça, il faut une certaine radicalité, si vous voulez, dans le référendum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas quelque chose qui améliore la situation. Il faut quelque chose qui règle. Puisque vous êtes sur des tendances de fond extrêmement de longue durée, il faut quelque chose qui règle le système des retraites et la question du système des retraites et la question de la santé pour les 30 ans à venir. Donc il faut être sûr que la question permet de régler durablement le système. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat passionnant. Début de l'examen de cette PLFSS comme on la connaît bien maintenant. Ce sera lundi à l'Assemblée nationale. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite.